Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette table ronde dont le thème est la mixité et la non-mixité en EPS et au-delà. Elle vous est présentée par les étudiants du Master 2 EgalAPS de l'UFR STAPS de Lyon 1. Ce master traite des problématiques de l'égalité entre les sexes et les sexualités dans et par les activités physiques et sportives. Il a pour objectif de former des experts capables d'évaluer, analyser et remédier aux inégalités, discriminations et violences de genre dans les différentes organisations du mouvement sportif ou de l'EPS. La mixité dans l'éducation, mise en œuvre progressivement à partir des années 60 et de manière plus effective à partir du milieu des années 80, avec la loi, des années 70 avec la loi Abi, a tardé à se concrétiser en éducation physique jusqu'à la fin des années 80. En raison de la prise en considération de lois dites naturelles au détriment des jeunes filles, qui rendaient difficile la pratique des activités physiques et sportives en présence des deux sexes. Les jeunes filles étant perçues comme plus fragiles, et donc potentiellement en danger en contexte mixte, et perçues avec des motivations diamétralement opposées à celles des garçons. Cependant, l'avènement de cette mixité en EPS s'est progressivement réalisé sous la pression de différents textes officiels, mais souvent sans réflexion de fond et considéré comme allant de soi. Si bien que cette discipline demeure encore le lieu d'activation et de perpétuation de nombreux stéréotypes de genre qui font que l'enseignement de l'EPS, contrairement aux croyances, non seulement ne favorise pas un traitement égal, mais ne dispense pas non plus aux filles et aux garçons les mêmes enseignements, les mêmes expériences et par conséquent les mêmes acquis, qu'ils soient implicites ou explicites. En définitive, ce constat amène à de nombreuses questions relatives à la mixité, mais également à la non-mixité. Quels sont concrètement les effets de cette mixité non réfléchie sur les pratiquants et les pratiquantes? Que faudrait-il mettre en place pour réussir l'expérience de la mixité? Et la non-mixité peut-elle être considérée comme une solution et sous quelle forme? Du coup, pour réfléchir à cette question-là, on a 3 invités aujourd'hui. Du coup, à ma droite, on a Geneviève Cogenerino, qui a été professeure des universités et enseignante-chercheuse ici à Lyon. Elle a accepté de nous rejoindre malgré sa retraite. Elle a été aussi une membre associée du laboratoire Elvis à Lyon. Elle a été membre du CA de l'Association francophone pour la recherche des activités physiques et sportives. Et elle a aussi été co-responsable de la section didactique et intervention de la revue STAPS. Ensuite, on a monsieur Antoine Bréau, qui nous vient de Lausanne, qui est chargé d'enseignement à la Haute École pédagogique du canton de Vaud et qui a fait une thèse sur faire et défaire le genre en EPS. Et finalement, on a madame Couchot-Chiex, qui est professeure des universités en sciences de l'éducation à Cergy et qui fait partie du laboratoire École, Mutation et Apprentissage. Elle est également chargée de mission égalité à l'INSPE de l'Académie de Versailles, donc particulièrement intéressée par la question de la formation des enseignants d'EPS à ces questions d'égalité. Donc chacun de nos 3 invités va commencer par une petite présentation d'une vingtaine de minutes sur leurs travaux, et ensuite on va pouvoir ouvrir sur différentes questions et débattre sur la mixité, la non-mixité en EPS, ses limites, ses effets, etc. Donc, tout d'abord, on va avoir la présentation de Madame Cogenerino. Je vais vous présenter en résumé un certain nombre de travaux qui ont été réalisés dans le cadre du laboratoire qui s'appelait le CRIS à l'école. Et je voudrais que vous excusiez la forme matérielle du PowerPoint, ce qui m'a amené à le construire comme ça. C'est une panne électrique chez moi qui a duré 10 jours. Et donc qui m'a empêché d'accéder à un certain nombre d'outils, parmi lesquels l'ordinateur. Et donc je l'ai fait en temps très contraint. Donc formellement, c'est pas terrible. Le laboratoire qui était donc le CRIS nous a permis de développer certaines thématiques relatives à la mixité en EPS. Ça portait sur les interactions entre enseignants et élèves, garçons, filles, prof-hommes, prof-femmes, etc., sur la nature des contenus d'enseignement, sur les différences, je ne me rappelle plus de quoi, de la nature en fonction de divers paramètres, des contenus d'enseignement et des régulations. Donc, tout
tous ces travaux très divers sont quand même fédérés par des chapeaux qui sont par exemple les interactions, c'est-à-dire ce qui se passe entre le prof lui-même et l'élève ou les élèves, mais aussi entre prof homme et prof femme, certains voulant mettre en place certaines façons d'enseigner les activités ou une activité physique précise, et d'autres étant en décalage, en opposition ou en nuance par rapport à ça, selon qu'ils avaient des élèves uniquement garçons ou uniquement filles ou mixtes. Le deuxième volet, c'est celui des représentations. Représentation de la mixité, c'est quoi ? Alors, on ne l'a pas trop fait chez les élèves, mais on l'a beaucoup fait chez les enseignants. Et quelles étaient les attentes des uns et des autres par rapport à la mixité. Et on a consacré aussi un grand nombre de travaux en mettant le focus sur une activité physique en particulier, ou un groupe, par exemple les activités gymniques ou les sports co, pour voir comment s'enseigner de manière semblable ou différentes ces activités aux classes selon qu'elles étaient mixtes ou non mixtes. Les questions qu'on se posait, basiques à l'époque, est-ce que les élèves bénéficient en réalité du même type d'enseignement de l'EPS selon qu'ils ont un prof femme ou un prof homme, selon qu'ils sont à majorité garçons ou à majorité filles de classe? Il y avait très peu de classes unisexes. Hein. Alors, au vu des divers travaux qui ont été réalisés, on peut dire que si on regarde les interactions enseignants-élèves, les communications didactiques, les contenus d'enseignement, les objectifs, les interprétations de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas dans la classe, quand le prof veut faire apprendre quelque chose, et compte tenu aussi des attentes des enseignants à l'égard des classes, on peut se dire que non, il n'y a pas un enseignement uniforme de l'EPS par rapport au genre. Il y a plutôt un archipel, dirait-on, pour reprendre un terme d'un sociologue actuel bien connu. Et les résultats qui ont fait un petit peu mal au cœur à certains enseignants, c'est qu'il y a des discriminations en éducation physique. Tout le monde n'est pas traité de la même façon au plan relationnel, au plan des contenus, l'évaluation, des interactions, mais aussi ce que l'on attend. Est-ce que les élèves, cet élève-là a une chance de réussir cette tâche? Anticipation dans la tête du tout. Donc selon qu'on est garçon ou fille, les anticipations de réussite ou les pronostics d'échec sont différents. Donc, résultat majeur, quoique un peu triste, oui, il y a des discriminations dans l'EPS des années 90, 2000 et 2000-2010 qu'on a étudiées. Mais les enseignants n'ont pas forcément une perception globale de ces discriminations, le plus souvent involontaires. Et il y a une série de défenses, je prends le terme de la psychologie clinique, un mécanisme défensif pour ne pas voir la réalité, pour ne pas avoir à l'assumer. Et vous avez un panel des réponses que les enseignants font lorsqu'on leur montre les vidéos et qu'ils constatent, malgré eux, que ce n'est pas la même éducation physique pour tous leurs élèves en fonction du sexe des élèves. Bon, et puis, progressivement, il y a eu une prise de conscience. On a reconnu qu'il y avait des discriminations et que ça relevait des comportements des enseignants. Ça ne relève pas du fait que ça soit l'éducation physique. C'est bien la manière d'enseigner l'éducation physique. Et on peut y faire quelque chose en modifiant les situations, en nuançant des objectifs, en trouvant d'autres procédures. Il reste toujours le problème je vais y arriver. Il reste le problème des barèmes. Et puis, on s'aperçoit que, ça c'est une petite vanne un peu méchante, je reconnais, l'écriture inclusive ne change rien dans la pratique. Donc, on a fait souvent du replâtrage, mais ça n'a pas atteint à la racine les causes du problème. Exemple, quand on modifie la façon d'obtenir une bonne note, en rajoutant des points ou etc.,
on a ce qui a changé, équilibrer davantage activité physique à connotation masculine ou féminine ou neutre. On s'est aperçu, vraiment on ne pouvait plus le nier, qu'il y avait quand même précédemment une plus grande place accordée à des activités à connotation masculine. Bon, et puis, il y a aussi eu tout un traficotage, je dirais, sur la manière de transformer la note obtenue en note souhaitée pour l'élève pour essayer d'atténuer les différences qui étaient pourtant vraiment incontournables au niveau de l'évaluation. Donc on a cherché à être équitable, mais on n'est pas intervenu sur les causes des écarts, c'est-à-dire les apprentissages antérieurs des élèves qui finalement étaient la source des différences de notes obtenues. On n'a pas pu intervenir sur l'attrait genré que peut soulever telle activité ou telle autre activité. Parce que ce n'est pas tant l'activité elle-même que la manière de l'enseigner aux élèves qui va pouvoir augmenter la valence féminine ou augmenter la valence opposée. Donc, chaque fois que j'entends l'expression égalité sans condition, je trouve que c'est un terme très ambigu, parce qu'il me semble qu'au contraire, il y a beaucoup de conditions à mettre en place pour arriver à ce que les élèves différents, de par leurs ressources, en plus d'être différents dans leur genre, dans leur sexe, différents dans leurs attraits, compétences, tout ça, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Et donc, le poids du social, c'est-à-dire aussi l'itinéraire antérieur des élèves avant d'arriver face aux profs de PS, le poids de la physiologie à la puberté, et puis aussi, il faut mettre en cause des caractéristiques professionnelles, telles que la formation des professeurs, la constitution des programmes, et donc les contenus, les interactions, l'évaluation, tout ça qui était pendant un certain temps laissé de côté et considéré comme non modifiable. Dans le détail, il faut étudier de près ce qui se dit et ce qui se fait involontairement et inconsciemment. C'est-à-dire que les entretiens auprès des profs ne nous livrent pas toutes les clés sur lesquelles il faudrait jouer pour obtenir un enseignement plus équitable et moins sexué. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement se poser la question à qui, avec qui, mais il faut prendre en compte l'enseignant avec ses arrière-pensées, c'est-à-dire ce qui est dû à l'inconscient et ce qui est dû à la routine et ce qui est dû, je ne l'ai pas mentionné, mais à son histoire antérieure. Alors, donc, le mode de transmission du genre par les enseignants, ça passe par essentiellement la transmission de valeurs masculines, par certaines interactions plutôt que d'autres, par des choix de contenu, de modalités langagières et de rapport au corps qui est assez peu, je dirais, abordé en formation. Il y a une littérature scientifique énorme sur le rapport au corps, et je doute qu'on peut faire un sondage les uns les autres. Est-ce que vous avez lu quelque chose sur le rapport au corps, un article scientifique récent qui vous permette d'agir différemment dans vos classes? Donc l'objectif au départ, c'était de réduire l'écart des notes. On cherche à les réduire, mais on ne joue pas sur les causes. On modifie les programmations, on essaye d'équilibrer des activités masculines, féminines, neutres, mais si on enseigne toujours en étant centré sur les comportements des garçons pour changer de situation ou la nuancer, la modifier, on n'est pas plus équitable. Il faut surtout travailler sur des contenus d'enseignement, retravailler, ça c'est un gros boulot, on n'y est pas non plus encore. Et puis il y a un troisième point de vue, pour ne pas, entre guillemets, désavantager les filles systématiquement en proposant des activités physiques qui mobilisent des ressources
qui sont plutôt masculines, type force, puissance musculaire, etc. Il faudrait peut-être aussi modifier tout ce qui était sur la diapo, bref. Et pour conclure cette partie du diaporama, c'est pas les filles et les garçons, mais des filles et des garçons. Il y a une diversité à l'intérieur du groupe de filles, comme il y a une diversité à l'intérieur du groupe de garçons. Et les stéréotypes, comme leur nom l'indique, nous invitent à ne pas voir la vérité toute crue, et nous oblige en tant que prof à nous comporter d'une certaine façon. Pourquoi ? On l'a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait ? Et donc, le sport étant à forte connotation masculine, on ne peut pas dire à l'heure actuelle que dans l'EPS, cette connotation masculine soit mise au même niveau que la connotation féminine. Merci Madame Cogerino.